Hello les amis, préparez-vous à un petit décollage ou peut-être un atterrissage spirituel, c'est à vous de voir avec le podcast de notre gourou Nicolas. Alors dans ce podcast, on va balayer la rigidité qui colle parfois au yoga et à sa chapelle ennuyeuse. Donc Nicolas nous embarque en terrain inconnu où les questions poussées et les réflexions avancées sur le monde du yoga nous attendent. Podcast avec Nico, c'est votre billet pour un monde où l'humour fine rencontre la sagesse et où les cœurs légers s'unissent pour méditer sur les folies du monde moderne. Donc ce podcast vous rendra l'esprit léger et libre sans laisser évidemment tomber la profondeur. Donc Nicolas, c'est un prof de yoga de La Réunion qui enseigne depuis presque 10 ans et qui a fait des formations avec Simon Park, qui a fait aussi son teacher training en Inde, qui a évidemment eu des expériences aussi avec d'autres courants de yoga comme le yoga du Cachemire avec Eric Barek, qui est un yoga plutôt non-duel. Donc je vous laisse profiter de ce podcast. Bonne écoute à tous. Salut Nico. Salut. Alors est-ce que tu es plutôt stressé par ce podcast ou ça va? Bah ça stresse un petit peu Ça le stresse un format petit peu, quoi, ouais. Mais après non, ça va, c'est cool. Ça va? Ouais. Ok. Par rapport à cette histoire de stress, comment... Alors c'est une question difficile d'entrée de jeu et ensuite je te laisserai te présenter. Ok, Ok. ça roule. Comment on est passé de la recherche du samadhi, de l'illumination, à une méthode de plus en plus élaborée, on doit le dire, de gestion du stress dans le yoga? Et surtout, comment ça se fait qu'on soit en même temps si éloigné et si proche du but premier du yoga? Oui, c'est vrai que pour commencer, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? Je dirais que ce qui éloigne de la recherche essentielle, c'est-à-dire qu'on va aborder maintenant le yoga, comme toutes les pratiques, avec cet objectif d'obtenir quelque chose. C'est-à-dire que dans l'idée, l'apaisement qu'il pouvait y avoir dans une pratique, je pense, à l'origine, c'était quelque chose qui découlait. Bon, on peut dire qu'il y avait un peu cet objectif de réalisation, de se libérer, etc. Donc, il pouvait y avoir un peu ça en fond. Après, quand tu lis un petit peu les textes traditionnels ou que tu échanges avec des gens qui se sont pas mal empreints de cette culture, tu te rends compte que ce soit dans le yoga ou dans d'autres trucs, quoi, que ce soit dans le tai chi ou dans d'autres pratiques assez anciennes, il y avait vraiment cette idée de si quelque chose devient le but, alors forcément tu vas passer à côté. C'est-à-dire si tu veux te réaliser, si ça devient l'objectif de ta pratique, ça ne peut pas marcher parce qu'en gros c'est l'objectif. Et du coup je pense qu'aujourd'hui, les effets qu'on arrive à avoir avec les pratiques qu'on fait pas mal, donc que ce soit les pratiques respiratoires ou posturales ou d'autres, ça va être des effets de temporisation. C'est-à-dire on va arriver à apaiser le système dans sa globalité parce qu'on a compris comment fonctionnent pas mal les échanges gazeux, comment fonctionne le corps, où est-ce qu'elles vont se placer les tensions. Et du coup, en contrant ça, on obtient un effet un peu anti-stress, quoi. Mais du coup, on s'éloigne encore du truc parce que on va pas à la racine de pourquoi on est stressé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai des habitudes de vie, je vais manger, je vais penser d'une certaine manière, ça va me créer du stress de manière globale et je vais en gros penser ces trucs-là par des pratiques. Mais du coup, je vais pas à la racine de pourquoi je suis stressé. J'essaie de temporiser un peu les symptômes qui se manifestent, quoi. Donc je pense que c'est en ça qu'on s'est éloigné du truc, c'est que on veut absolument être productif. Moi, le premier, dans un peu les nouvelles choses que j'ai mis en place dans mon travail. On veut être productif, mais du coup, ça en devient l'objectif. C'est-à-dire qu'il faut que je sois performant sur tout ce que je fais. Je ne peux pas accepter qu'à un moment, je break, je suis fatigué, je suis cassé. Non, il faut tout le temps être au top. Donc, je vais chercher toujours une pratique qui va me permettre d'être absolument au top. Et quand tu observes un peu la nature, comment elle fonctionne, elle est productive, mais il y a aussi des penchants où elle ne l'est pas du tout. Tu vois, je pense par exemple à des saisons. Tu as des saisons qui vont être très riches, très abondantes, et puis tu en as d'autres où il n'y a presque plus rien, tu as juste de quoi un peu te nourrir, et après ça revient, quoi. Donc je pense qu'il y a un peu ça qui a pas mal influé là-dedans. Ok. Et je vais te laisser te présenter, et surtout peut-être... Est-ce que si tu défends une chapelle, présenter la chapelle que tu défends, s'il y en a une,
Donc c'est parti. Ok. Donc je m'appelle Nicolas, j'ai grandi sur l'île de la Réunion. Je suis arrivé ici quand j'avais 3 mois, j'ai grandi là jusqu'à mes 18 ans. Ensuite, je suis parti faire mes études d'infirmier à Paris. Et ensuite, j'ai bossé en tant qu'infirmier 4-5 ans. Puis après, je me suis rapproché du yoga, que j'ai pratiqué pour moi. Puis après, que j'ai tenté d'enseigner, en tout cas. Et puis après, j'ai exploré différentes techniques, un peu comme on a parlé, là, donc d'optimisation du corps, de réduction du stress, donc de la rééducation respiratoire, des choses comme ça. Et là, plus récemment, j'ai terminé une formation de praticien en santé intégrative. Et donc l'idée, là, c'est vraiment de percevoir la santé dans sa globalité, un peu comme le ferait des naturopathes, mais en incluant d'autres concepts, et du coup d'accompagner les gens dans cette santé-là, quoi. Ok, donc ça c'est par rapport à ce que tu fais d'un point de vue professionnel, Ouais. c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur... alors même si par rapport à ce qu'on a dit au début, rechercher les bénéfices nous en éloigne parfois, est-ce que tu peux quand même nous donner les bénéfices de ton approche? Qu'est-ce qu'elle apporte aux personnes qui en profitent? Ok. De l'approche de la santé, tu veux Ouais, dire. de la santé Ouais. intégrative comme tu l'as apprise. Ok. Le fond de ça, parce qu'au final, la plupart des problématiques reviennent toujours à la même chose. Donc en fait, le fond de ça, c'est comme on disait au début, c'est d'aller à la racine du problème. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que 70% des problématiques des gens, ça vient toujours de la même chose. C'est qu'est-ce que tu manges, comment tu dors et un peu ton activité physique. Si déjà tu règles des piliers comme ça, une grande partie des problématiques se résolvent, quoi. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est d'aller à la racine des trucs. Forcément, on va quand même utiliser des pansements, parce que ça soulage, quoi, d'enlever certains symptômes, et ça permet d'avoir une vie plus douce et aussi dans laquelle tu peux avoir plus de ressources pour faire des changements plus profonds. Après, concernant la chapelle, donc ta question de tout à l'heure. La chapelle du yoga? Ouais. Ouais, ok. C'est un peu tricky comme question, quoi. C'est-à-dire que dans moi, personnellement, j'ai une chapelle, mais dans ce que je vais partager aux gens, il n'y en a pas. Donc moi, ma chapelle perso, celle qui m'a vraiment touché dans le cœur, ça va être une approche non duelle, donc comme peut l'être transmis par Éric Barré, donc une approche du yoga du Cachemire. Mais ce qui est intéressant pour moi dans cette chapelle, c'est qu'elle se fond dans toutes les autres, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contexte culturel dans l'étude de cette pratique. Il n'y a pas de système ou de méthode définie? Si, il y a toujours un système. C'est-à-dire qu'en fait, même dans tu vois, par exemple, quand on fait des stages avec Eric, lui, il va te dire, en gros, ce qu'on fait là, ça sert à rien, parce que la seule chose qui compte, c'est toi, ton exploration personnelle. Mais malgré tout, il faut quand même qu'il passe par un système, parce que l'interaction qu'il va avoir avec toi, elle va être régie par un moment. Et en fait, s'il veut communiquer avec toi, vu que la plupart des gens aujourd'hui ne comprennent la plupart des choses que par l'action, il faut quand même un système. Il faut quand même qu'ils me disent tu t'assois comme ça, tu respires comme ça. Donc je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de système, tu vois. Mais dans le fond, il n'y en a pas. Parce que dans le fond, tu peux tout expérimenter dans l'écoute. C'est-à-dire que tu fasses, je ne sais pas, n'importe quelle technique respiratoire comme eux, ils vont l'enseigner, ou que tu le fasses complètement différemment. On s'en fout au final. Dans le fond, c'est vraiment juste comment tu écoutes l'instant, qu'est-ce que tu ressens. Est-ce que tu rentres dans le fantasme d'une pratique ou est-ce que tu es vraiment dans l'écoute de ce que tu es en train de faire, tu vois. Mais c'est pas parce que tu fais du yoga du Cachemire que tu n'es pas dans le fantasme. Après, c'est toujours ça. C'est est-ce que tu arrives à être touché par ce fond, et donc en fait, tu peux faire n'importe quoi en étant dans ce fond-là, ou alors du coup, tu rentres dans le système du yoga du Cachemire et du coup, tu rentres dans une chapelle et tu défends cette chapelle. Donc c'est pour ça que je te dis que moi, intimement, il y a une chapelle qui m'a touché par sa texture, par ses lumières, par sa couleur. Et j'ai conscience que ça reste un système, j'ai conscience que l'approche reste limitée en soi et que ce n'est pas la réalité vraie. Mais dans l'écoute que ça m'a proposé de faire dans la vie en général, c'est ce qui m'a touché le plus, en fait. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que ça t'a permis de faire ou de réaliser dans la vie, entre guillemets, en général, celle où on n'est plus dans la salle en train de pratiquer, ou celle où on n'est plus sur son tapis?
celle finalement qu'on est censé à la base Habiter, quoi. habiter et ramener en dehors, ce qui n'est pas forcément le cas chez tout le monde. C'est une question qui est intéressante parce que il y a beaucoup de personnes quand même qui font du yoga une sorte de produit de consommation. Ils vont, ils le consomment et ils reviennent, ils sortent de leur séance. Et bon, il y a des bénéfices corporels, etc. Mais consciemment, il n'y a pas forcément quelque chose qui est habité. Et toi, du coup, qu'est-ce que ça t'a permis d'habiter finalement cet enseignement du yoga du Cachemire? Je dirais que ça s'est fait quand même sur le long terme parce qu'au final, quand j'ai découvert cette pratique, tu vois, quand j'étais dans la salle, je me disais, quand j'ai vraiment rencontré cette approche, je me suis dit, waouh, c'est tellement beau, c'est tellement bien, ça se met dans tellement tout qu'au final, ça va s'infuser dans absolument toutes mes pratiques il n'y aura pas de nouvelles choses, c'est juste trop bien, tu vois. C'était la fin, t'étais au bout, quoi. Alors, j'étais pas au bout, mais j'étais dans quelque chose qui avait pu comment dire? Il n'y avait plus de surenchère. Voilà, il n'y avait Ok. plus de surenchère et du coup, ça allait pas rentrer en conflit avec les autres choses que je faisais parce qu'en fait, vu que c'est tellement inclusif dans tout, ça rejette absolument aucune forme, tu vois. Donc en fait, si tu fais ça, il n'y a pas de raison que je sais pas moi, tu boives pas d'alcool ou que tu fasses pas n'importe quoi dans ta pratique physique. Enfin, tu vois, vu que ça essaie de faire quelque chose sans système, du coup, tout système est inclus et c'est OK, tu vois. Ça, c'est ce que je me disais quand j'y étais la première fois. Et au fur et à mesure des mois et voire des années, je me suis rendu compte à quel point ça m'a, inconsciemment, ça m'a déconstruit, pierre par pierre, beaucoup de choses et de fantasmes. Je ne le vois pas comme péjoratif, fantasme. C'est vraiment, voilà. Moi, j'utilise comme un mot pour désigner une projection ou une idée que je me suis fait de quelque chose, quoi. Oui, sachant que des fantasmes peuvent être très constructifs, ça peut aider beaucoup de personnes. Rien que le fait de croire quelque chose et d'y associer des choses positives ou d'associer des idées sur soi qui sont positives, ça peut amener énormément de changements intéressants. Ouais. Et puis, du coup, voilà, effectivement, on pourrait le décrire comme un fantasme, c'est vrai. Donc, moi, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que ça a déconstruit des choses comme ça. Et en fait, ça a été très difficile à vivre parce qu'en fait, je me mettais involontairement, je me mettais à tout questionner. Du coup, je me disais, mais en fait, ça, en soi, ça sert à rien. Donc, du coup, est-ce que ça a vraiment un sens que je le fasse, tu vois? Mais c'était pas volontaire. J'étais pas en train de me dire, Eric, il m'a dit ça, alors du coup, il faut que je questionne. C'est vraiment des choses qui apparaissaient, tu vois. Donc, il y a eu une sorte de moment un petit peu où c'était difficile de se rendre compte que la plupart des choses que je faisais dans ma vie, elles étaient dirigées par l'image que j'ai de moi, la conception que j'ai de moi et la conception que j'ai de la vie, en fait. Tout est dirigé par ça. En gros, j'ai une idée de comment doit être la vie, comment doit être une pratique, comment machin. Et en fait, même si c'est des choses en fond, au final, ça dirige énormément tes actes et les décisions que tu prends, tu vois. Et en fait, là, après cette rencontre-là, au fur et à mesure du temps, ça commençait à se questionner. Il y a beaucoup de choses qui se questionnaient involontairement, ça venait, tu vois. Et au début, c'était pas simple à vivre parce que du coup, à un moment, tu vois, j'arrêtais pas de me dire, bon, en fait, ça sert à rien tout ce que je fais. Enfin, du coup, à chaque fois, je questionnais tout, tu vois. Mon rapport à l'appropriation culturelle, mon rapport des chants de mantra, mon rapport à tout ça, en fait. Ce qui, au début, je n'avais pas questionné ça parce que j'ai plongé dans cette culture parce qu'elle m'a énormément touché. Et là, au final, je commençais à questionner tout ça, tu vois. Et puis ça s'est passé. Et maintenant, l'état où j'en suis, c'est que ça me permet d'explorer la vie de manière beaucoup plus vaste que la fermeture d'esprit in fine que le yoga m'avait amené. Tu vois. Voilà. C'est un peu la finalité d'aujourd'hui, c'est que avec du recul, après cette opinion va forcément changer avec les années, tu vois, mais avec du recul, je trouve que de plonger dans la pratique du yoga avec tous ces codes, toute cette structure, etc., tous les livres qu'on lit, tous les échanges qu'on a avec les gens, c'est assez paradoxal parce que c'est une pratique qui veut pousser vers l'ouverture d'esprit et en fait, à la fin, tu te retrouves à te fermer de tout, à te dire bah non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas bien, ça c'est pas spirituel, c'est pas machin, sans te laisser, enfin en tout cas moi, sans me laisser l'opportunité d'essayer des choses, tu vois. Et
Voilà, donc en gros, c'est ça que j'observe aujourd'hui comme impact majeur que ça a eu dans ma vie, c'est vraiment une forme de déconstruction progressive des choses que je considère comme étant moi, pour me permettre un petit peu d'explorer la vie de manière plus large. Voilà, je dirais ça. Ok. Ce que tu me dis, ça me fait penser à quelque chose que moi j'ai vécu et que certains me décrivent aussi, c'est quand on plonge dans le yoga, quand on s'y investit, ça demande pas mal d'investissement, Ouais. ça demande pas mal de temps, ça demande pas mal de ressources. Et c'est vrai que quand on rentre dans une chapelle ou dans un système, on met tellement d'énergie et des fois on y consacre des années que quand on a des vents contraires, on va résister. On va se dire « Ah non ! Ouais. Ah non, je ne peux pas avoir cru ça pendant des années !» Et finalement, des fois, ça rigidifie et ça nous empêche de nous remettre en question par rapport à notre propre subjectivité et surtout par rapport aux évolutions qu'il peut y avoir et aux évolutions qu'il y a toujours eu. Ouais. Et je voudrais parler de ce désert social qu'on peut aussi vivre. C'est-à-dire on plonge dans un truc parce qu'on veut à tout prix, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie de comprendre le truc à fond et limite de le maîtriser, un peu comme l'état d'esprit qu'on pourrait croire ou qu'on pourrait fantasmer en Inde, comme quoi ils sont à fond, et ils sont tellement à fond qu'ils maîtrisent tout et que comme ils maîtrisent tout, ils sont libérés. D'accord. Et du coup, dans cette recherche, des fois, on va terminer dans ce désert social où il y a de moins en moins de monde autour de soi. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui pourrait être normal en fait, ce désert social? Est-ce qu'il ne faut pas finalement le vivre pour pouvoir reconstruire un autre milieu social, un autre environnement? Parce que souvent on nous parle de l'obstacle à la pratique du yoga comme étant le principal obstacle étant notre environnement. Dans quel endroit on vit, avec quelles personnes on est entouré, quels sont les discours que l'on entend à longueur de temps, etc. Et est-ce que tu l'as vécu, ce désert social? Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu l'as entendu chez d'autres? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ce que je peux dire, c'est que déjà, ça semble une réalité. Bon, moi, je l'ai vécu, j'ai pas trop souvenir. J'ai pas trop souvenir de l'avoir vécu parce que je pense que quand je suis entré dans cette pratique-là, je me suis très rapidement du coup entouré de gens qui faisaient ça et du coup j'avais pas l'impression d'être seul face à voilà. Parce que je pense que l'environnement dans lequel j'ai grandi, les amis un peu même d'avant le yoga, etc., c'était des gens qui étaient plutôt ouverts d'esprit et qui ont accueilli ma nouvelle pratique comme une nouvelle exploration de ma part, mais pas. Il n'y a pas eu de rejet vraiment vis-à-vis de ça. Tu vois. Après, il n'y avait pas forcément une grande curiosité en détail. Après, j'ai eu la chance quand j'ai commencé à explorer ça, d'être avec mon meilleur ami, qui lui aussi était curieux un peu de toutes ces sphères, pas tant le yoga, mais en tout cas l'ouverture, tu vois, l'exploration spirituelle, l'esprit, la vibration, tout ça. Donc du coup, on a un peu fait ça à deux, donc j'ai pas trop ressenti moi cette isolation sociale. Par contre, c'est clairement quelque chose que j'ai vu et que je vois chez les praticiens. Après, c'est observer ce qui se passe dans une culture et vouloir nous le refaire de l'extérieur. Tu vois, donc par exemple, je sais pas, on va voir certains praticiens ou praticiennes en Inde, par exemple, qui vont se retirer, qui vont, tu vois, avoir une vie très monastique ou alors juste aller faire leur pratique, être toujours en silence, etc. En fait, on voit que la forme. C'est-à-dire que je pense, tu vois, fondamentalement que dans ces pratiques-là, le plus gros de la pratique, il est interne, en fait, tu vois. Il est interne dans la relation à l'énergie, dans la relation à l'environnement, dans la manière dont tu échanges avec l'environnement, tu vois. Et en fait, nous, on voit ça comme une isolation sociale. C'est-à-dire qu'en fait, parce qu'on perçoit la relation sociale comme étant uniquement des interactions avec des êtres humains. Sauf qu'à mon avis, tu vois, le praticien, pas forcément qu'il soit indien ou autre, mais le praticien qui fait ça dans une pratique interne et qui s'isole de l'extérieur, c'est parce qu'en fait, profondément, il est en intimité complète
avec l'extérieur et l'intérieur, tu vois. C'est juste nous, de l'extérieur, on a l'impression qu'il est seul dans sa montagne et qu'il ne faut rien. Ou alors juste à réciter des mantras et que, en fait, si on fait ça, si on fait à quoi ça ressemble, on va ressentir l'apaisement dans lequel il semble être, tu vois. Sauf que, encore une fois, je pense qu'on se plante, on veut aller trop vite dans les étapes et on veut toujours aller dans l'extrême de la pratique dès on la commence, tu vois. On la commence, on veut tout savoir, on veut tout lire, on veut machin. Alors que je trouve que c'est vraiment propre au yoga, ça. Enfin, tu vois, par exemple, je sais pas, moi j'ai fait des années de judo quand j'étais petit, tu vois. Pour moi, un maître judoka, c'est un vieux. Tu sais, c'est un gars qui a passé des années, il a passé 40 ans de sa vie, il a fait que ça. Et à la fin, quand il commence à être grabataire, il va enseigner le judo, tu vois. Dans le yoga, c'est tellement pas ça. Enfin, tu vois, dans le yoga, c'est voilà, tu fais ça un mois et après, ciao, tu vas enseigner. Forcément, toute pratique, toute chose, que ce soit des arts martiaux ou n'importe quoi, même, un boulanger, quoi que ce soit, genre toute pratique, elle demande, comme tu disais au début, un investissement profond dans le truc, mais il faut prendre le temps de ressentir les choses, tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment un peu cette promesse, c'est même pas une promesse, c'est nous qui nous la faisons, cette promesse, tu vois, de se dire, oh, ils ont l'air bien, ils ont l'air apaisés, je vais faire ça et du coup je vais être bien, tu vois. Et du coup ça amène ce que tu disais, ça amène l'isolation sociale parce qu'en fait, tu es en train de fuir le cadre dans lequel tu es. Tu évolues dans une société, tu évolues avec un groupe, tu évolues avec des gens, donc après, s'il faut absolument que tu t'extrais complètement de ça pour être bien, ça me paraît étrange, tu vois. Et du coup, c'est pour ça, tu vois, souvent dans le yoga, j'ai l'impression qu'on présente un peu deux choses. Il y a la pratique où ça va être très ascétique, tu vas te retirer, etc., tu vois. Ou alors, il y a les pratiques plus tantriques qui sont un peu plus dites des pratiques invisibles, où en fait, un maître tantrique, ça peut être un gars qui te fait des doshas dans la rue, qui marche pieds nus, qui est tout pauvre, et puis en fait, il fait juste à bouffer, et un jour, il y a une connexion, puis en fait, tu te rends compte que ce gars, il explore des choses très profondes, tu vois. Et au final, pour moi, les deux choses sont similaires, tu vois. C'est juste comment j'interagis avec mon environnement. Comment est-ce que je peux être là, détendu, et puis être avec les gens, tu vois. Donc, je pense que s'il y a besoin qu'on s'extrait, qu'on ne parle plus à personne, qu'on soit que dans notre truc pour être bien, c'est encore penser quelque chose, quoi. La problématique, elle est ailleurs, en fait. Peut-être que ça peut se faire tout seul. Ouais. Mais tout à fait, ouais. Peut-être de le mentaliser, de le planifier, de le calculer, ouais. C'est peut-être quelque chose qui est moins intéressant, on va dire. Moins spontané. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi, ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, le fait que observer tes relations sociales et non pas fondre dans la consommation de relations sociales, c'est aussi des choses qui restent importantes. Et peut-être que c'est quelque chose que tu rencontres dans la pratique du yoga, parce que du coup, tu te concentres sur une pratique. Du coup, les relations sociales commencent à être différentes et tu peux aussi ressentir un bien-être, tu vois, de ne pas te faire bouffer tout le temps, le fait de passer du temps avec soi dans sa tête, c'est quelque chose auquel on n'est pas poussé à faire dans la société d'aujourd'hui, tu vois, parce qu'on est ultra connecté tout le temps, tu vois, on est sur le téléphone, machin, donc en fait, il n'y a jamais un moment où tu es seul dans ta tête, tu vois, tu es tout le temps en interaction avec l'extérieur. Tu prends rarement rendez-vous avec toi-même. C'est ça. Ouais. Et du coup, je pense que c'est là où on ressent un bénéfice de ouf, tu vois, dans ces pratiques-là, c'est qu'en fait, on fait une activité qui nous oblige, entre guillemets, ou en tout cas qui nous incite à nous retrouver. Et en fait, c'est là où on dit oh, c'est un truc de dingue et tout. Mais c'est pas propre au yoga. Ça, en fait, tu pourrais juste te mettre dans ton agenda cette demi-journée, je fous rien, je vais à la plage, je prends pas mon téléphone, je prends pas d'écouteurs, je prends pas de livres, et juste je suis avec moi. Bah, tu vas voir, il va se passer des trucs de ouf aussi. Et c'est pas dû à une énergie ou un mantra, en fait. C'est juste parce que tu es avec toi. Et je pense que du coup, cette pratique, elle amène à ça. Oui, puis le côté désert social, moi je l'ai vécu 2 fois. Ok. Il y en a un que j'ai vécu qui était horrible. Ouais. Je me suis vraiment retrouvé à foncer dans une direction et à me retrouver et me dire mais là t'es solo mon gars, tu es en train de péter un câble. D'accord. Et il y a une autre phase de désert social où c'était peut-être la meilleure période de ma vie, quoi. Ah ouais. Ce qui est très marrant, c'était une période de désert social au bout de 5 ans d'enseignement. Ok. La première, tu veux dire, ou la deuxième? La deuxième. La deuxième. Et ça m'a fait un bien complet, quoi. Ok. Vraiment, ce truc de paix, sérénité pendant 3 mois d'affilée. Il y a des personnes qui le recherchent toute une vie, ils l'ont peut-être une journée et des fois c'est sous drogue ou quoi. Et de le vivre pendant 3 mois d'affilée,
ouais, tu te dis, bon, si on me donne un contrat pour le... En gros, est-ce que tu voudrais ça toute ta vie signe tout de suite, tu n'auras pas plus. J'étais là, bah là, ouais, là je veux pas plus. Je m'en fous des bagnoles, je m'en fous du frigo high-tech et tout, c'est bon. Ok. Là, je signe l'appel à sérénité, là. Chut, toc. Et Tiens, qu'est-ce- prends la feuille. Quoi. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas signé alors? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas signé? C'est que je suis parti en vacances. Je suis parti en vacances. Et du coup, ma routine quotidienne, elle a été chamboulée. Puis du Ok. coup, j'étais plus dans mon... Je me lève à 4 heures, je fais mes pratiques, je médite et tout. Mais il faut dire que ce moment de sérénité et de paix, je l'ai eu de manière assez spontanée. J'ai rien forcé, ça arrivait comme ça. Ok. J'avais envie de me lever. Je me suis levé et puis tout d'un coup, voilà, c'était des pratiques qui étaient très douces Ok. et j'avais un réel rendez-vous avec moi-même. C'est-à-dire les méditations étaient longues, elles étaient efficaces. Je n'étais pas en train d'avoir le mental qui tourne, j'avais des techniques qui étaient précises, j'étais bien cadré. Du coup, j'avais cette rupture des fluctuations du mental pendant, ouais, ne serait-ce que 45 minutes. Bon, bah, ta journée, quand tu as appuyé sur le frein à main comme ça, c'est plus compliqué d'être dans la haine, dans la violence, quoi. Ok. Je veux dire, quand le mental s'accroche plus à tout ce qui vient pendant un certain temps, et finalement, il faut pas... c'est pas nécessaire forcément de le faire 3 jours, 10 jours, juste 30 minutes, 45 minutes, ça peut vraiment suffire, en tout cas Ok. dans notre vie d'aujourd'hui, à être bien avec soi-même et bien avec les autres. Ce que je me suis rendu compte, c'est que j'étais dans un désert social, mais les seules personnes que je voyais, c'était d'une qualité. Ouais. L'échange était d'une qualité que j'avais jamais retrouvée avant, en voyant tout un tas de personnes, etc. Donc c'était complètement... Alors je vais mettre en opposé un environnement qui peut être complètement toxique. Bon, t'es en soirée tout le temps, les gens autour de toi, ils prennent de la coke, de la MD, ils boivent, ils picolent, tu finis à 7 h du mat. C'est sûr que c'est difficile d'avoir une bonne pratique de yoga, ou en tout cas, c'est difficile de prendre soin de soi quand ton environnement t'est inclus dans, Oui, je comprends dans ce que tu tout veux ça, dire. quoi. Ouais. Et peut-être qu'à ce moment-là, quand tu veux pratiquer le yoga, t'as pas d'autre choix que de t'extraire, de vivre un désert social, d'en souffrir, et puis de revenir, et puis d'avoir ces alternances. Mais c'est vrai que le désert social, on le voit comme quelque chose de négatif, péjoratif, comme tu le dis, mais parfois on peut se sentir super bien. Ouais. Super bien. Et il ne faut pas en avoir peur, du coup, de le vivre ou de l'expérimenter. C'est juste voilà, une expérience. C'est pas obligé que ça dure trop longtemps, quoi. Ouais, c'est vrai. On a les outils pour l'inverser aussi. Un téléphone, appeler des gens, aller en soirée. Ouais. Et c'est facile d'inverser, je pense, le process. Et il y avait une phrase d'un de mes coachs, pas en gestion mentale, mais j'avais fait un coaching avec Rodolphe Sinimalé. Il m'avait pas mal coaché sur le mental, la nature de l'esprit, c'était il y a 5 ans. Et voilà, il me parlait, il me disait, moi je vois énormément de yogis, ils sont très souples, très forts, mais ils sont très rigides mentalement. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'est un passage qui n'est pas obligé pour ensuite se rendre compte et relâcher? Parce qu'on voit quand même qu'il y a des mouvements d'intention dans le monde qui sont assez particuliers. Quand tu vas aux États-Unis il y a 30 ans, 20 ans, c'est la mode du handstand, ils font des trucs de ouf, tout ça. Puis c'est arrivé à Paris. C'est arrivé à Paris. Et à La Réunion, c'était un peu plus en mode chill, tranquillou, on fait pas grand-chose. Et puis là, ça commence à arriver, la mode du physique. À Paris, ils sont en handstand, les handstands sur une main. Ouais. Et à Los Angeles, ils commencent à méditer. Tu vois le truc. Ouais. Ils commencent dans les classes à installer beaucoup de méditation, etc. C'est marrant quand même. Ce chemin, comment tu le vois? Qu'est-ce que tu peux en dire de tout ça? C'est vrai que ce que tu décris là, ça ressemble à
ça ressemble à des modes, quoi. Tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on voit ce qui se fait ailleurs. Je suis influencé par aussi les réseaux, toute la communication mondiale, et je me dis, bon, je vais me mettre à faire ça, tu vois. Pour moi, le côté, la rigidité mentale, alors, est-ce qu'elle est pas obligatoire comme passage? Ça, je ne saurais pas te dire. Dans les faits, je pense que la grande majeure partie des praticiens vont passer par là. Après, je pense qu'elle est présente à partir du moment où tu as quelque chose à défendre, tu vois. Une chapelle. Voilà. Parce qu'en fait, si tu n'as rien à défendre, tu n'as pas de rigidité à avoir. Parce qu'en fait, si la seule chose qui est concernée, c'est toi et ton expérimentation, tu n'as pas besoin de te rassurer en te disant c'est la bonne pratique, ou les autres y font bon, les autres y font mal. Parce qu'en fait, ce qui crée la rigidité entre moi et l'extérieur, c'est l'incompréhension que l'autre ne fasse pas comme moi, ou alors qu'il fasse différemment, quoi. Tu vois. Je me dis, voilà, c'est par exemple le praticien ou la praticienne qui va faire surtout de la méditation, par exemple, en tout cas voilà, des apaisements de l'esprit, etc. Peut-être qu'elle va être en conflit, ou en tout cas ne pas comprendre, avoir une rigidité de vision par rapport à la personne qui ne fait que du postural, et puis qui se montre, et puis machin, tu vois. Mais au final, qu'est-ce qu'elle s'en fout? Enfin, je veux dire, si elle, la seule chose dans son exploration, c'est sa pratique personnelle, que quelqu'un fasse autre chose, c'est complètement égal, parce que, tu vois, c'est la sensation que j'ai, tu vois. À partir du moment où j'ai quelque chose à défendre, mais du coup, si j'ai quelque chose à défendre, ça veut dire que je ne suis pas sûr de ce que je fais, et ça veut dire que j'ai besoin de me rassurer mentalement que ce que je fais, c'est le bon truc, tu vois. Je pense que ça vient de là. Et moi, je l'ai remarqué chez moi, tu vois, dans ma recherche, quand je recherchais des enseignants ou des pratiques ou des choses à explorer, moi, j'avais vraiment ce truc, il fallait que je trouve quelque chose de traditionnel, tu vois. Je voulais, voilà, il fallait qu'il y ait de la tradition à l'intérieur, tu vois. J'avais pas envie d'aller explorer quelque chose qui me semblait très moderne ou très fancy ou des trucs comme ça, tu vois. Mais bon, au final, tu vois, on en a déjà parlé en dehors de ce podcast, dans nos discussions, etc. Au final, la tradition, c'est encore une fois quelque chose de très psychologique d'aujourd'hui, parce que ce qu'on considère comme traditionnel aujourd'hui, on se rend compte que c'est un truc qui existe que depuis 50 ans, et en fait, que si tu vas vraiment à la tradition, on est à des années-lumière de la pratique, de ce qu'elle avait pu être. Donc, c'est encore une forme de se rassurer, tu vois, mais c'est vrai que c'est rassurant de croire qu'on pratique quelque chose qui remonte à la nuit des temps, qui a transcendé les âges et qui est arrivé tel quel jusqu'à nous. Bien sûr. Ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien. Ça a un petit côté sympa aussi, tu vois, un peu mystique. Et en même temps, c'est légitime. Enfin, tu vois, je m'imagine si par exemple je cherche une formation, tu vois, j'ai envie de me former, je sais pas, en communication digitale ou n'importe quoi. Je vais faire une recherche je vais essayer de trouver la meilleure formation, quelque chose qui va vraiment me donner du contenu, où je vais pouvoir, tu vois, explorer, être très bon dans ce que je fais, etc. Donc forcément, il y a une recherche. Quand tu vas faire une formation, tu vas essayer de trouver quelque chose qui correspond à tes critères, tu vois. Ça, c'est légitime. Mais par contre, le fait de tout de suite entrer dedans et se mettre à le défendre parce que j'ai besoin d'une rassurance, je pense que c'est là que ça crée de la rigidité mentale. Mais je pense que c'est pas propre au yoga, ça se trouve dans plein de pratiques. Après, le côté vicieux, je trouve, avec le yoga, c'est qu'il se prétend être ouvert d'esprit, tu vois. Alors que, par exemple, je sais pas, j'ai fait un peu de Krav Maga. Quand j'y vais, il n'y a pas la prétention, tu vois, de fond de nous, on est ouvert d'esprit, tu vois, on se connecte, on se fait avec le monde et tout. Non, tu y vas, tu fais la pratique, tu t'en prends dans la tronche et puis tu pars, quoi, tu vois. Il n'y a pas de prétention à autre chose. Du coup, tu pratiques pour ce que c'est. Et là où je trouve, dans certaines pratiques de yoga, suivant comment c'est amené, il y a vraiment cette prétention, c'est l'ouverture d'esprit, c'est je me connecte au monde, etc. Mais au final, à quel point tu te fermes dans ces pratiques-là et tu n'es pas du tout ouvert d'esprit, tu vois. Donc c'est là où ça me gêne un petit peu autant que tu défendes, qu'il y ait une sorte d'appropriation à une pratique, quelle qu'elle soit, ça me semble logique parce que tu te construis autour de ça. Autant le fait de psychologiquement, tu vas te dire, moi je suis très ouvert, je suis très machin et tout, alors qu'en fait c'est le contraire. Hashtag des ouvertures. Hashtag des ouvertures. Du coup, c'est là où je trouve que ça fait un gap, tu vois. Ouais. Alors, je vais te poser une question qui est à la fois sympa, qui est à la fois délicate et qui est à la fois comme celle difficile, du début. comme celle du début. Ok. D'un côté, bon, on est bien d'accord que défendre une chapelle, ça peut avoir ses côtés pervers, comme le fait de rentrer dans quelque chose de rigide, de fermer son esprit, de se fermer à l'autre, de plus être curieux, etc. Comme on peut
honnêtement l'observer énormément, aussi Ouais. bien sur l'île qu'en France que dans le monde. On peut sentir voilà, quand on défend son camp, c'est très, ça peut être très limitant. Et puis d'un autre côté, il y a le mot yoga qui va être associé à n'importe quoi, à des chèvres, à des moustiques, À de la bière. à de la bière. Et bon, j'ai pas envie de critiquer. Enfin, moi, c'est ma limite, c'est que probablement, j'irai pas le yoga hip-hop et tout, le yoga bière, c'est un peu too much pour moi. Bon, surtout de la manière dont il est enseigné. Parce qu'il est vraiment enseigné de manière très superficielle de ce que j'en ai vécu. J'ai fait une séance de yoga hip-hop et c'était vraiment... franchement, si ça avait été bien guidé, peut-être, mais c'était un peu... ok, chien tête en bas, retourne le chien, balance le chien, D'accord, ok. reviens vers le chien. Et là, j'étais là. Bon, écoute, là, au niveau des instructions verbales, on est très, très en surface. donc voilà. Voilà. Jusqu'où, en fait, l'ouverture d'esprit, quelle est la limite à l'ouverture d'esprit par rapport à l'efficacité recherchée quand même quand on fait une pratique de yoga? Parce que si on va pendant 10 ans quelque part et que, disons qu'il y a très peu de changements au final, bon, comme dirait Mathis Ratti, etc., c'est un peu presque perdre son temps, quoi. Donc, quels sont les éléments où on peut se rattacher pour se dire, bon là, je pars un peu en vrille complet. Et ça serait bien de revenir à quelque chose de plus simple, de plus, peut-être pas plus tradi, parce que j'aime pas trop ce mot, mais de plus simple, de plus pragmatique, de plus rigoureux, de plus tout ça, quoi. Parce que l'ouverture d'esprit, c'est vrai qu'elle nous amène à l'ouverture, mais elle nous amène un peu au fourre-tout aussi. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui deviennent, qu'est-ce qui devient par rapport à ça? Bah, c'est une question qu'on se pose pas mal, qui est un peu tricky. Après, dans le courant de ma chapelle, moi je te dirais que si ça existe, c'est que ça a sa place, tu vois. Après, le truc c'est qu'il n'y a pas de limite. Donc si on va au bout de la réflexion, on fait quoi? On labellise le mot yoga. Du coup, il y a une structure une entité qui va décider ça. On peut appeler ça yoga, ça on peut pas appeler ça yoga. Ce qu'a fait Iyengar. Voilà, mais parce que lui, il a développé une approche qui est la sienne, et du coup, il l'a déterminée par un nom, et que du coup, quand tu vas dans ce nom-là, tu sais que tu vas retrouver cette pratique-là. Sauf que là, le yoga, on parle de quelque chose qui est tellement vaste que je pense que tu peux pas le restreindre à quelque chose. Après, là, je dis ça comme ça, mais je suis d'accord avec toi qu'il y a des dérives où il y a une utilisation très marketing du terme parce qu'on sait que ça va faire vendre et puis que c'est comme ça, quoi. Après, pour moi, l'essence même de la limite, ça va être ton écoute, ça va être ton ressenti, tu vois. Quelqu'un qui est en isolation sociale totale, pour d'autres raisons que le yoga, tu vois, qui bouge pas du tout son corps, qui a très peu d'interaction avec les gens, avec l'extérieur, qui est dans un milieu toxique, qui est très fermé, etc. À côté de lui, il y a un yoga chèvre qui s'ouvre. Il va essayer parce que, je sais pas, il y a un pote à lui qui l'invite ou une pote à lui, et puis... Parce qu'il aime bien le fromage de chèvre. Parce qu'il aime bien le fromage de chèvre, par exemple. Et il y va, et en fait, il va rencontrer des gens, il va parler, il va sortir de son cercle, il va juste être dans des moments simples avec des gens sans qu'il y ait de pression sociale, parce qu'en fait, à ce moment-là, il n'y a pas de hiérarchie, il y a juste... Au final, cette personne, elle peut bénéficier de ça, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment juste l'écoute. Tu vois, par exemple, toi, moi ou d'autres personnes, voilà, du yoga hip-hop, du yoga machin, je t'avoue, je vais pas aller mettre de l'argent là-dedans parce que ça ne m'intéresse pas d'extérieur en tout cas, tu vois. Du coup, je vais me diriger vers des pratiques qui me touchent profondément. Après, quand on démarre, quand on entre dans cet univers et qu'on l'explore, c'est courant d'aller essayer plusieurs choses, tu vois. D'aller explorer, je sais pas moi, du vinyasa, du yin, du machin, du kundalini, tout ce qu'on veut. Et puis en fait, à un moment, on va trouver une accroche là-dedans. Après, pour moi, ça c'est l'indicateur essentiel. Est-ce que en fait juste ça me fait du bien? Après, les raisons
Les explications pour lesquelles ça me fait du bien, tu vois, bon, pour moi, ça reste encore un peu discutable. Enfin, tu vois, de se dire, c'est parce qu'il y a une raison énergétique ou quoi que ce soit. Ça, pour moi, c'est encore, enfin, tout de suite, là, il y a le mental qui vient expliquer quelque chose. Alors qu'en fait, si juste je fais quelque chose, que ça me fait du bien, que c'est pas négatif dans ma vie, bah vas-y en fait, fais-le, tu vois. Tu vois, je pense qu'il y a des gens du yoga très traditionnel, alors même, je prends l'exemple d'autre chose, par exemple du Vipassana, tu vois. Pratique quand même plutôt très rigide, plutôt ancienne, je pense, pas non plus, on parle pas de milliers d'années de pratique, mais je pense que voilà, c'est quand même une pratique relativement ancienne par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Clairement, je pense qu'une grande majorité des gens qui vont faire du Vipassana ne devraient pas aller faire du Vipassana, tu vois, parce que ça reste un traumatisme mental qui est hyper puissant, enfin qui est hyper important, et que si tu as envie d'explorer ça, moi je l'ai fait, bah, franchement je me suis pris une bonne claque dans la tronche parce que je ne m'attendais pas à ça. Pour préciser, Vipassana, c'est un marathon de méditation. Hein. C'est ça. Alors, c'est pas un marathon. Ouais, voilà. C'est un marathon par rapport au temps. Je suis d'accord avec toi. Après, voilà, l'idée, c'est en gros, bah, tu vas pas. Il n'y a pas de stimulation mentale externe. C'est-à-dire, tu vas pas lire, tu vas pas écrire, tu vas pas écouter de musique, tu vas pas regarder de personnes dans les yeux, tu vas pas parler, tu vas pas écouter. Qu'est-ce que tu fais dans Vipassana du coup? Bah, en fait, donc tu te lèves très tôt. En fait, en gros, tu médites. Alors, le mot méditer, c'est très large, mais en gros, tu vas être assis dans ta tête seule pendant à peu près 8 à 10 heures par jour. 8 heures, je crois. Donc, c'est plutôt énorme parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire ça. Après, tu as une technique qui est guidée, technique d'écoute physique dans certaines régions du corps, etc. Mais le truc, c'est qu'en fait, eux, ils appellent ça, ton esprit, c'est un peu le wild monkey, quoi, tu vois, qui d'habitude attrape toutes les bananes qui passent et puis se balade dans la jungle, donc il consomme de la stimulation. Et en fait, là, tu coupes complètement la jungle. Donc en fait, tu te retrouves avec le singe dans la tête qui a faim. Et qui du coup, quand tu as faim et qu'il n'y a pas d'alimentation qui arrive, tu jeûnes et du coup, tu vas piocher dans tes réserves. Et du coup, tu te retrouves face à, on va dire, un peu toutes les poubelles mentales que tu as empilées depuis que tu es né. Et du coup, tu as des souvenirs, tu as des trucs de dingue qui te reviennent, que vraiment, avec une clarté, genre moi, je me rappelle avoir eu des souvenirs qui me sont revenus d'une scène complètement random, tu vois, qui n'est pas traumatisante ou marquante ou quoi que ce soit, avec des détails d'une précision incroyable. Ça, je ressentais la texture de l'air à ce moment-là, les couleurs très précises, les yeux des gens, le regard, ce que je ressentais à ce moment-là. Tu te dis, ça, c'est stocké dans ta tête. Donc, c'est plutôt impressionnant. Après, c'est pas parce que cette pratique est plutôt ancienne, plutôt traditionnelle, plutôt rigide, qu'elle fait du bien au final. Enfin, tu vois, je connais plein de gens qui arrêtent Vipassana pendant, qui en ressortent avec à moitié un pet au casque. Enfin, tu vois, ça reste des trucs qui sont... Donc, je pense que c'est l'écoute. Tu vois, je pense que les gens qui arrêtent Vipassana au milieu, yes, arrête Vipassana au milieu, en fait. Parce que si, en fait, tu es en train de te rendre compte que ça te fait pas du tout du bien, arrête, tu vois. Voilà. Moi, je dirais que c'est un peu l'indicateur, tu vois, et puis ton retour social aussi, tu vois, si à un moment, tu as des potes, ils disent, bon mec, tu pars complètement en sucette, enfin, tu vois, genre, tu changes tout au tout, etc., ça peut aussi rester des indicateurs, tu vois. Sur Vipassana, ça me fait penser à quelque chose qu'on voit dans notre accompagnement zéro mental sur la gestion des traumas. Ouais. En fait, il nous a énormément mis en garde sur éviter d'induire des traumas imaginaires qui parfois n'ont pas eu lieu, tu vois. Ouais. Le fait de forcer une personne à se rappeler, le fait de la remettre dans un souvenir et surtout qu'on sait tous que nos souvenirs sont très subjectifs. Ouais. Hein, on n'a pas du tout les mêmes impressions d'un souvenir à différents moments de notre vie. Ouais. Et en gros, le truc, il nous disait, ça sert à rien d'aller chercher des trucs qui finalement n'existent pas et qui vont être amplifiés par un imaginaire jusqu'à être perçus comme étant réels et vécus. Ouais. Et du coup s'ancrer dans le corps. Et du coup s'ancrer dans le corps et finalement avoir des effets encore plus pervers que ce qu'on était venu chercher à la base. De ouf. Complètement. Donc oui, c'est important cette écoute, ce ressenti. Et puis ce ressenti aussi, on parle souvent du ressenti sur le coup. Ouais. Mais c'est important le ressenti à moyen et long terme. Tout à fait. D'essayer de ressentir l'impact de ce que j'ai fait là. Qu'est-ce que ça génère dans ma vie demain, dans une semaine, dans un mois, parce que bon, c'est bien sur le coup. Mais il y a des effets à court terme et des effets à long terme. Dans tout, dans tout ce qu'on fait. Dans les étirements, dans le renforcement, dans tout. Je parle par exemple des muscles. Bon, tu renforces ton muscle,
tu te fais une pratique de yoga extrêmement physique ou de crossfit, bon, ton muscle, une heure après, il est très faible. Effet à court terme. Effet à long terme, il devient plus fort parce qu'il se reconstruit, etc. Donc voilà, c'est important d'avoir ça à l'esprit quand on aborde une pratique de yoga ou un enseignement. C'est clair. Et pour nuancer ce qu'on a dit, tu vois, aussi par rapport à cette écoute du ressenti dans une pratique, vraiment, moi, ce que j'entends écoute, c'est pas forcément bien-être, tu vois. Parce qu'en fait, je trouve qu'aussi, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, et puis, enfin voilà, dans ce vers quoi on se dirige, il y a toujours cette volonté d'être bien. Il faut tout le temps que j'aille bien, donc je vais toujours faire des pratiques qui me mettent bien. Et tu vois, par exemple, quand tu m'as demandé au début du podcast quel a été l'impact, moi, de cette pratique avec Eric, tu vois, du yoga du Cachemire, je suis passé par des trucs pas bien du tout, pas agréables du tout de déconstruction, tu vois. Donc c'est pas ça quand je dis ressenti, c'est-à-dire il faut que je fasse que des trucs où je me sens hyper happy, pas forcément. Quand j'entends écoute, c'est l'écoute profonde de ce qui se passe. Et ce qui se passe, ça peut être agréable, comme ça peut être moins agréable, voire désagréable. Et c'est comme tout. Enfin, tu vois, les saisons, parfois il pleut, parfois il fait beau. Enfin, c'est la même chose et c'est hyper important de respecter ça. Aller que vers des pratiques qui me mettent bien et qui rendent happy, pareil. Je pense que c'est encore c'est un peu une démarche comme les drogues, quoi. C'est ça. Il y a un peu, encore une fois, ce truc de je veux obtenir quelque chose. Je vais faire une pratique parce que je veux tout le temps être bien. Et ça, pareil. Si tu n'acceptes pas qu'il y a des fois des dins, des montées, tu vois, quand tu regardes un petit peu des élèves qui ont suivi des grands maîtres ou des choses comme ça, forcément, il y a des phases de déconstruction. C'est logique. Enfin, tu vois, si tu vas dans une exploration du mental par une pratique, donc tu vois, yoga, tu vas explorer le physique, le mental, plein de choses, ou dans d'autres pratiques où tu vas aussi explorer ça, il y a forcément un moment, si tu veux avancer un petit peu dans ces chemins-là, où tu vas devoir passer par une forme de déconstruction, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Mais une déconstruction, c'est jamais agréable, tu vois, parce que tu viens démonter des piliers que tu as toujours cru depuis le début, donc en fait, tu te remets en question, donc en fait depuis le début, je fais faux, nanana. Mais c'est important de passer par là. Enfin, tu vois, et du coup, on boucle la boucle, on en revient à ce truc de isolation sociale, rigidité mentale. Si du coup, tout le temps, je suis en train de défendre quelque chose, il y a forcément une souffrance à un moment qui arrive là, tu vois, parce que si je défends constamment un système, je refuse d'en sortir et donc de déconstruire des choses, en fait, tu vois. Et c'est là, à mon avis, où tu as de la rigidité mentale qui arrive. Qu'est-ce qu'on pourrait, pour finir, conseiller Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller de manière générale pour les pratiquants, mais aussi pour les profs, pour s'éloigner le plus possible de cette rigidité, ou en tout cas de la vivre le moins possible, ou sur un temps le plus limité possible. Quels seraient les conseils par rapport à ça? Alors moi j'ai ma petite idée par rapport à ce que je me suis appliqué sur moi, mais je te laisse répondre quand même. Ils viennent dans ma chapelle. Ils viennent dans ta chapelle. Encore plus fermé. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? Alors moi, le terreau que je dirais, c'est pratiquer avec le cœur quelque chose, pas parce qu'il faut que je prouve que c'est vrai. Tu vois? Juste faire quelque chose, parce que ça me parle, parce que ça me fait du bien, parce que ça me fait pas du bien, parce qu'en fait, il y a quelque chose, un sorte de je ne sais quoi qui fait que je reste. Tu vois? Pas forcément l'indicatif, je suis toujours bien, je suis toujours pas bien, mais vraiment ce truc, cette texture qui fait ça, je reste là et je continue à faire ça. Ça me paraît le bon indicateur. Mais sans entrer dans ce truc d'il faut que je défende. Tu vois, écoutez les autres en fait. Écoutez les autres. Ayez conscience que ce que je fais là, c'est forcément limité. Ça, c'est un truc, je crois, que tu as évoqué dans un podcast que tu avais déjà fait. Ce truc, à partir du moment où c'est promulgué par l'homme, c'est forcément limité. Quel que soit quel que soit le maître ou quoi, c'est ça. C'est créé par le mental, c'est duel, il y a un pan qui est négatif, il y a un pan qui est positif. Exactement. À partir du moment où tu vas faire une pratique, garde à l'esprit que forcément c'est limité. Forcément, à un moment, il va falloir que tu décroches de ça si tu veux continuer à explorer de manière
en symbiose avec le monde. Mm. Si tu veux évoluer dans le monde avec tes pratiques, il faut que tu considères, tu es obligé de considérer le monde. Tu ne peux pas ne considérer que ta pratique, tu es obligé de te dire, la pratique a forcément ses limites et à un moment, je vais devoir sortir de ce cadre. Je pense que c'est ça le meilleur indicateur. Ce n'est pas forcément aller dans une pratique ou dans une autre, c'est juste se dire, quoi que je fasse, quoi que je rentre, même dans des choses très communautaires comme le Kundalini, etc., ou même d'autres choses, garder à l'esprit que ça reste une pratique, ça reste un concept, ça reste forcément limité et qu'il y a plein d'autres gens qui ont raison aussi, même s'ils ne sont pas dans ce contexte-là. Et ça n'enlève pas la beauté de ce que je fais. Ça n'enlève pas la beauté de ce que je ressens dans la pratique. On s'en fout qu'elle soit vraie ou fausse. C'est vraiment le ressenti, tu vois. Moi, je dirais ça. Et toi, du coup? Moi, du coup, je vais m'adresser plutôt aux profs. Ok. Mais ça concerne aussi les élèves. C'est d'être curieux et d'aller expérimenter plusieurs styles et de pratiquer régulièrement plusieurs styles. C'est-à-dire de ne pas rester ok, je fais Iyengar, je fais que Iyengar. Non. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec une voie 1 mètre. Une voie 1 mètre, pour moi, ça cloisonne, ça enferme et c'est très très limitant par rapport à l'ouverture d'esprit. Et ça va créer de la rigidité et de la défense du château fort. Okay. Ouais. Avec parfois, tous les moyens sont bons, on va aller chercher les canons, les fléchettes et les arcs. Et l'huile bouillante. Ouais. Donc il y a ça. Donc pratiquer régulièrement différents styles. C'est-à-dire, bon, d'un côté, j'invite pas à se perdre dans tout. Ouais. Mais d'un autre côté, pratiquer différents styles, c'est se prévenir de cette rigidité, de cette croyance qu'il n'y a qu'une chose qui est vraie, qu'une chose qui est bien, qu'une chose qui est bonne, etc. Aussi bien dans la respiration que dans les pratiques. Donc voilà, ça c'est pour la pratique, le pratiquant. Et pour l'enseignant, même s'il y en a qui ont un peu de mal avec tout ça, voilà, essayez d'enseigner plusieurs styles en même temps. Okay. Dans la semaine. Essaye d'enseigner du hatha et du vinyasa. Comme ça, déjà, tu ne feras pas partie de tous ces hatha yogis qui méprisent tous les ashtangis et tous les enseignants de vinyasa. Et si tu pratiques le vinyasa ou que tu pratiques l'ashtanga en même temps que tu pratiques le hatha, au moins, tu ne vas pas mépriser tous ces hatha yogis qui font des trucs très rigides, etc. Le fait d'avoir un petit peu un pied, un orteil, d'une manière assez saine, dans chaque style, ça va permettre d'empêcher cette appropriation des choses. Et il faut aussi se rendre compte qu'il y a quand même des racines communes dans tous les styles. Donc ça nous permet aussi de ne pas nous perdre forcément de trop, même si on pratique et qu'on explore différents styles. Voilà, je peux aller au Kundalini et c'est très bien, mais c'est intéressant aussi d'aller faire du vinyasa par exemple, ou du hatha en complément et voir que c'est complètement différent et que c'est ok, que ça peut me faire autre chose, que ça peut m'apporter surtout d'autres bénéfices. Et je vais élargir le truc au-delà. Bon, voilà, on a une conscience élaborée qu'on va construire dans notre pratique de yoga peut-être, on va sentir des choses, des muscles. Peut-être on va aller en Iyengar ou dans mes cours d'alignement qui sont très précis dans le mouvement, etc. Ok, tu apprends tout ça. Tu apprends, tu as imprimé des schémas neuronaux qui sont très très précis. Ok, qu'est-ce que tu es capable d'en faire quand tu fais de la course à pied, quand tu fais peut-être du crossfit, quand tu fais un truc qui n'a rien à voir? Est-ce que tu es capable d'appliquer ce que tu as appris en alignement, en précision, en mouvement, en respiration, ailleurs? Et si tu arrives à faire ça, boum, là ton ouverture d'esprit, elle prend un bon coup de pied au derrière et ça fait énormément de bien. De se dire, attends, je peux appliquer ce que j'ai appris les mains au sol dans du crossfit et je ressens du yoga là où c'est pas marqué yoga et là ça commence à être sympa. D'accord. Ah ouais, De ne pas se cloisonner à une pratique, un maître, etc. Je trouve ça assez libérateur, ça ramène beaucoup de légèreté aussi quand on parle du yoga aux autres et voilà, ça met de l'air, ça met un peu de paix, de sérénité en fond, en toile de fond. Ouais, Ce qu'il y a
fois, des fois inconsciemment, on croit qu'on est en paix et tout, mais bon, tu regardes les autres et là, t'es là, tu juges direct, et tout, puis inconsciemment, tu es là, CrossFit Yoga, Warrior Yoga. Je dis rien, mais je dis rien, mais j'en pense pas plus. Pas bon, quoi. Donc, non, c'est important de comprendre inconsciemment qu'il y a des choses qui se produisent et voilà, d'observer. Je pense, voilà, cette rigidité, on peut la vivre, mais il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps. C'est clair. Et si je peux me permettre, je dirais même encore plus loin dans ta réflexion, qui est, je suis d'accord, moi, avec cette idée, tu vois, par exemple, dans le yoga, tu vas apprendre plein de choses sur, vu que c'est très aussi dans le corps, pas se blesser, etc., tu vois. Mais moi, je dirais même, laisse-toi prendre par une autre pratique, tu vois. Et par exemple, moi, j'ai eu beaucoup de mal au début quand je suis allé explorer d'autres manières de faire le corps, tu vois, que ce soit CrossFit ou autre chose, tu vois, plein d'autres trucs dans le corps, de me dire, en fait, tout ce que je sais là, je vais le mettre de côté et je vais écouter ce que toi, tu vas me dire. Alors après, bien sûr, un peu de bon sens par rapport à l'enseignant que tu vas choisir. Tu vas pas écouter n'importe qui et faire n'importe quoi avec ton corps juste parce que tu veux essayer autre chose et te blesser, ça on est d'accord. Mais par contre, tu vois, ça m'est arrivé de rencontrer des gars qui explorent beaucoup, par exemple, la force, donc des choses qu'on peut retrouver dans des trucs comme type CrossFit, mais d'autres choses, mais avec une grosse connaissance du corps, etc. Et au début, j'y arrivais pas, tu vois. J'étais là, non, moi je sais comment il faut que je me tienne, il faut que j'ai... Et à un moment, je me suis dit, vas-y, je vais essayer. En fait, ça change pas ma tête, ça change pas les connaissances que j'ai, ce que je fais dans ma pratique, mais en fait, le fait de se laisser prendre par le courant et d'essayer d'autres trucs, parfois, c'est aussi super intéressant. Et du coup, je vais dans ce courant, tu vois, de ce que tu dis, amener le yoga dans d'autres trucs, même qui ne s'appellent pas yoga, mais des fois sortir du yoga. Et voir, en fait, si je lâche tout ça, tu vois, par exemple, quand je faisais du Krav Maga, genre, là, je pouvais rien penser, tu vois. Je peux pas penser à mon aliment, rien, parce que l'autre, il essaie de m'en mettre une dans la gueule, donc à ce moment-là, il faut que je me protège, tu vois. Et franchement, c'est les cours où j'ai le moins pensé de ma vie. C'est-à-dire, quand je sors de ça, c'est comme si je me réveille un moment à la fin du cours, je me dis putain, ça fait 1 heure, j'ai pas réfléchi à rien. J'ai pas réfléchi à ma vie, j'ai pas réfléchi à mon organisation, j'ai pas réfléchi à comment je respire, rien. J'étais dans l'instant, tu vois. Ses avantages, ses inconvénients, d'un point de vue optimisation, tu vois, mais incroyable. Juste parce que j'ai mis des gants et il y a un mec qui essayait de me frapper et que là, en fait, je peux pas être. Ça m'a dit non, attention, énergie, ça marche pas. Non. Là, en pleine présence. Voilà. Non, là, il faut que je me protège, il faut que je fasse un truc. Et en fait, de revenir dans le corps complètement, sans réflexion, sans concept derrière, aussi grosse ouverture. Grosse ouverture. Ouais. Après, on en fait ce qu'on veut, tu vois. Encore une fois, on peut continuer une pratique, rester dans des choses qui nous parlent, etc. Mais en tout cas, moi, dans mon système, de temps en temps, me prendre des claques et sortir de ça, waouh. Oui, puis on parlait aussi de retour à soi, de repos, etc. Le corps a aussi besoin d'être stimulé, d'être stressé, d'être un peu poussé, d'être un peu bousculé. Autrement, il y a une forme de faiblesse aussi qui peut venir de manière insigneuse s'installer en soi, alors qu'on pense qu'on est très fort, qu'on est très truc. Et puis en fait, comme on n'a jamais exploré la moindre limite, aussi bien cardio ou aussi bien de résistance, on n'a pas, voilà, on veut absolument pas contracter les mâchoires. Mais bon, si tu les contractes jamais, à un moment donné, tu sais plus te pousser un minimum, quoi. À rien faire. Ouais. À rien faire. Moi, je me souviens, tu vois, moi, ça faisait des années que je faisais du yoga, tu vois, et donc clairement, il y a plein de postures, d'équilibre et tout. J'étais quand même plutôt très bon, tu vois. Et je vais chez un pote qui est en France, vers Lacano, qui est prof de surf, de wave ski et puis qui enseigne le paddle aussi, tu vois. Et puis je l'accompagne avec un groupe d'élèves à lui faire du paddle sur un lac. Et à un moment, il vient me voir et il me dit, tu sais quoi, essaie de me faire tomber et moi j'essaie de te faire tomber. On est chacun sur nos paddles, chacun une pagaie, tu vois. Il m'a explosé et j'ai pas réussi à lui faire prendre une goutte d'eau. Il avait un équilibre, mon gars, mais de dingue. Alors que, tu vois, moi... Alors qu'il faisait pas la posture de l'arbre. Mais non, c'est une quiche en yoga. Le mec, il touche pas ses orteils, il fait rien, tu vois. Il a jamais pratiqué ça, il a jamais pratiqué de posture d'équilibre. Mais c'est pas parce que tu fais un truc que tu es bon là-dedans. Le corps a besoin de s'adapter, il a besoin de faire des choses en constance, tu vois. Après, ça peut ne pas être une quête et se dire je fais que ça, mais avoir conscience à l'esprit que
tu as besoin d'adaptabilité et on est dans une société, dans une vie sédentaire où on est aux opposés de l'adaptabilité. Donc, si c'est quelque chose qui nous intéresse, se stimuler à ça et s'exposer à des trucs comme ça, c'est hyper important. Et lâcher. Et c'est des claques. Tu vois, c'est des franchement, claques. quand j'arrivais pas à lui faire prendre une goutte d'eau, je disais putain, mais c'est un truc de ouf. Tu vois, moi, j'avais aucun équilibre sur le paddle. Alors que d'habitude, l'équilibre, c'est un truc que normalement je sais faire, tu vois. Et enfin voilà, plein de choses comme ça. J'ai vécu aussi une claque quand j'ai écouté mon frère parler récemment. On discute, on échange. Ouais. Et mon frère, c'est un ingénieur commercial, il est à Paris, ça roule pour lui, il sort beaucoup, etc. Et il mange au resto, bref. C'est pas la vie de yogi du tout. Et il m'a sorti des discours sur l'amour, la bienveillance, l'intégrité, une façon de voir la vie qui était, je me suis dit, mais j'ai jamais entendu ça en yoga, et c'est encore plus profond. Et ouais. Et encore plus précis et encore plus pragmatique. Je me suis dit, ok, tout à fait. Ok, c'est bien beau, les textes, les concepts et tout, mais il a rien lu et il a limite un coup d'avance. Bah ouais, mais de dingue. Tu vois, là ça m'a mis une claque, je me suis dit, ok, c'est bon, on va lâcher un peu le cadre. Complètement. Le mot yoga et tout, on va pousser un peu les murs et s'ouvrir et voir ce qui se passe ailleurs. Et depuis, j'ai quand même des relations, on va dire sociales, mais j'ai surtout des conversations qui sont beaucoup plus intéressantes. Avec monsieur et madame tout le monde, j'arrive à m'intéresser à beaucoup plus de choses, à beaucoup plus de personnes. Ça fait du bien. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Trop cool. C'est une belle fin, ça. Ouais. Et le mot de la fin pour toi? Le mot de la fin. Ouais, je finis toujours comme ça. Tu mets une pression. L'écoute. On en revient à ça. L'écoute. Ça me va bien. Ok. Et pour tous les courageux qui sont arrivés au bout de ce podcast, si on devait te retrouver, tu peux nous dire où tu donnes des cours, les accompagnements, comment ça se passe? Du coup, je donne des cours collectifs à la maison Kailash, donc c'est à Saint-Gilles-Léo. C'est quoi comme yoga? L'écoute. C'est un mix de plein de choses. On explore beaucoup la mobilité du corps par des techniques type un peu Feldenkrais, etc. Beaucoup dans la mobilité, donc au début très peu d'étirements. Donc il y a vraiment, c'est ouvert à toute personne, il n'y a pas de niveau nécessaire pour venir. Beaucoup de mobilité, de respiration, d'apaisement. Et ensuite, on explore certaines postures, certains asanas, une fois que le corps est bien ouvert et disponible à ça. Et voilà. Et puis après, d'autres explorations un peu de temps en temps, mais voilà, c'est un peu la base. Donc ça, c'est la maison Kailash? Voilà, maison Kailash le mardi soir. Et à quelle heure? C'est 18h30, 20h. 18h30, 20h. Et ensuite, pour les accompagnements santé, vous pouvez me contacter. Donc, j'ai un compte Instagram qui s'appelle coach.santé.intégrative. Là-dessus, il y a toutes mes références que je fais, puis il y a un lien vers mon site internet avec les différents types d'accompagnement, toutes les infos qu'il faut, c'est là-dessus. Ok. Et l'entre-deux, c'est... L'entre-deux, c'est terminé. C'est terminé. L'entre-deux, c'est terminé. On équilibre avec ce qui se présente. D'accord. Voilà. Ok. Merci à toi. Merci beaucoup de ton accueil.